Tous les intellectuels du continent africain étaient tarés. L'Afrique est une terre qui a subi tellement d'épreuves. Je ne sais pas si dans le monde, il y en a qui ont subi autant d'épreuves que nous. Les Juifs aussi ont subi beaucoup d'épreuves. Mais nous, les Noirs africains, tout le monde s'est assis sur nous. Mais nous, on a des grands combats à mener. Et les grands combats que nous avons à mener, ce n'est pas pour se venger des gens, c'est pour au moins être homme aussi, comme les autres. C'est ça qu'on appelle la dignité. Que quand tu passes, il faut qu'on sache au moins que c'est un homme qui passe. C'est tout. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous recherchons. Et moi, je veux qu'on règle les problèmes. C'est tout. Il y a une politique africaine à mener pour que les gens puissent vivre sur leur sol, pour qu'ils puissent vivre de leur agriculture, de leur industrie. C'est ça l'enjeu. Moi, j'ai une foi en l'Afrique. C'est tout. Et je fais ce qui me semble bon pour l'Afrique. C'est ça que je fais. Le reste, c'est pas important. Moi-même, j'ai dit, pendant la période révolutionnaire, que les intellectuels béninois, et en disant béninois, nous pensions à tous les intellectuels du continent africain, étaient tarés. Parce qu'ils travaillent dans leur propre pays comme s'ils sont des colons. Ils sont venus exploiter leur propre pays. Ils se soucient peu du développement de leur pays. Celui qui veut être riche, il fait des affaires. Il ne devient pas professeur, il ne devient pas journaliste, il ne devient pas caméraman, il ne devient pas homme politique. Ce n'est pas des métiers où on devient riche, ça. J'ai dit souvent à mes collaborateurs que celui qui veut être riche, il ne faut pas qu'il vienne faire la politique. Si quelqu'un fait la politique et qu'il devient riche, c'est qu'il est voleur. Mais ce qui les intéresse, c'est de détourner les fonds. Quand ils signent les contrats, avant que celui qui est venu signer un contrat en disant nous mettons telle somme à votre disposition pour développer votre pays, avant son retour à Paris, à Londres, à Washington, ou à Berlin, ou à Bruxelles, en tout cas, etc., dans leur capitale où ils résident, ces fonds déjà sont dans leur propre banque. C'est ce qui fait la honte de l'Afrique. Car j'en ai assez qu'on culpabilise les Français, ils exploitent l'Afrique, ceci, cela. Les États africains sont indépendants depuis 1960. C'est un peu facile, c'est toujours la faute de la France. Ça fait 50 ans qu'il y a l'indépendance, et plus, 60 ans qu'il y a l'indépendance. C'est aussi aux Africains de se prendre en main, de gérer leur pays, et c'est pas de ma faute s'il y a de la corruption en Afrique. Moi, que si je passe pas les vacances en Europe, mais est-ce que je ne suis pas président? Je suis président. Si je mets mon pied sur le sol européen, c'est qu'il y a une réunion à laquelle je dois participer pour que la Côte d'Ivoire gagne quelque chose. Sinon, je cherche quoi chez les autres? Je ne cherche pas quelque chose chez les autres. Si Dieu m'a mis au monde ici, c'est que dans mon environnement ici, il y a tout ce qu'il faut pour que je vive. Tous les intellectuels du continent africain étaient tarés. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés.
victime d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'Évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous! Montesquieu était franc-maçon. Et ils ont tenu tous les mêmes propos. À savoir que le noir a une apparence humaine, mais Dieu ne peut pas avoir fait un cœur bon dans un corps tout noir. Et que c'est légitime de les vendre. Parce que si on les vend, ça permet à l'Europe de faire le progrès. C'est-à-dire c'est grâce au sucre qui vient du sang et de la sueur des noirs que Voltaire mangeait. Et il se dit ami de la liberté. C'est pour ça qu'ils ont créé la Société des Amis des Noirs. La Société des Amis des Noirs était une société qui gagnait de l'argent sous prétexte d'éduquer les Noirs, de leur permettre d'avoir du progrès. Mais en fait, cette société vivait sur le dos de l'esclavage des Noirs et du travail forcé. Donc, c'est pour ça qu'il y avait aussi le club Massiac en France, qui était le club des colons, n'est-ce pas? Et ce club était gangréné par les francs-maçons, infiltrés par les francs-maçons. Mais l'Église catholique, c'est elle qui va créer la structure maçonnique la plus cruelle et la plus raffinée qui soit. Ça s'appelle la loge P2. La loge P2 du Vatican, c'est la loge maçonnique qui manipule l'Opus Dei. N'est-ce pas? L'Opus Dei a été créé par un Espagnol colonialiste et nostalgique qui a dit que il ne faut pas donner la liberté aux Noirs. Parce que le jour où on donnera la liberté aux Noirs, ce sera la fin de la race blanche. Et c'est un tel homme qui est à l'origine de ce que j'appelle l'Opus Dei, l'œuvre de Dieu, qui est une société secrète, qui a infiltré l'Afrique aujourd'hui, et dont certains membres sont les cardinaux africains les plus importants de la curie romaine, comme le cardinal Arinze, et comme Monseigneur Monsengo, ou d'autres qui sont aujourd'hui ceux qui préparent ce que j'appellerais la recolonisation spirituelle de l'Afrique noire. Donc, la loge P2 s'est caractérisée ces dernières années par un certain nombre de crimes spectaculaires. La loge P2 est à l'origine de l'élimination du pape Jean-Paul Ier. Dès lors que le pape Jean-Paul Ier a dit qu'il allait diligenter des enquêtes sur les activités du cardinal Marcinkus, qui lui s'occupait en fait de la Banque du Vatican. Et on a vu au terme de ces enquêtes que la Banque du Vatican recyclait l'argent de la drogue, recyclait l'argent du trafic des médicaments.
recycler l'argent du trafic des armes. Alors même qu'on dit aux gens que le Vatican est au service d'un Dieu d'amour. Et c'est à partir de là qu'on a mis en évidence les liens entre la loge P2 et le cartel de Medellín. Le cartel de Medellín, c'est ceux qui vendaient la drogue en Colombie avec Pablo Escobar. Et Pablo Escobar, au moins, il donnait l'argent aux pauvres. Il donnait, redistribuait l'argent aux pauvres. Mais ceux du Vatican, c'est-à-dire le cardinal Vio, et tous ces gens-là, et aussi le pape qui dit qu'il a démissionné, c'est-à-dire, effectivement, le pape allemand, qui était dans les jeunesses hitlériennes, hein, c'est-à-dire Ratzinger. Tous ces gens-là étaient impliqués jusqu'au cou dans ce qu'on peut appeler les activités délictueuses et mafieuses de la loge P2. C'est la loge P2 qui, aujourd'hui, gangrène les pays africains et travaille directement avec les loges maçonniques. Alors qu'on vous dit que la franc-maçonnerie et l'Église ne s'entendent pas. Mais sur le terrain africain, la franc-maçonnerie et l'Église travaillent de concert. Et leur but, c'est de détruire les confréries africaines traditionnelles. Parce que ces confréries africaines traditionnelles qu'on a diabolisées. Par exemple, la confrérie Malinké de Como a été diabolisée. Et le rôle, c'est d'utiliser les enfants des initiés pour infiltrer sa confrérie. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a une branche d'une confrérie du Gabon. Et cette confrérie a été initiée par les Pygmées, qui ont donné ensuite ces connaissances scientifiques, médicinales, dont parle le doyen Victor Bissengué dans ses travaux sur les Pygmées Aka. Ces connaissances ont été données aux Apindji. Et c'est les Apindji qui sont à l'origine de ce qu'on appelle le rite Bwiti. Je montrerai comment le rite Bwiti est directement lié au rituel pharaonique. Je montrerai que parfois même les formules sont identiques, les connaissances identiques. Et ces connaissances sont sorties du même sanctuaire. Et ce sanctuaire, c'est ce que j'appelle la région des Grands Lacs africains et les sanctuaires de Nubie. Donc, les confréries africaines, notamment les confréries les plus combattues en Afrique aujourd'hui, sont au nombre de 4. Il y a une confrérie qu'on appelle la confrérie des Congos, c'est-à-dire les dompteurs de léopards. Cette confrérie est la plus combattue parce que depuis les Portugais, c'est-à-dire depuis 1525, il y a eu au moins 40 millions de morts au Congo. On appelait Congo la RDC actuelle, le Congo-Brazzaville, l'Angola, le Gabon, une partie du Cameroun. Tout ça, c'était dans l'empire, l'ancien royaume du Congo, dont la capitale se trouve actuellement en Angola, qu'on appelle Mbanza-Congo. Donc cette confrérie-là, on continue à lui faire la guerre aujourd'hui. Parce que le Congo, le bassin du Congo, c'est le lieu où il y a les 3/4 des réserves énergétiques et minières de la planète. Il y a ensuite le Nigeria. Si vous avez des sectes comme Boko Haram, ce n'est pas pour rien. Boko Haram, c'est une secte qui a été formée par des francs-maçons islamistes. C'est-à-dire la famille qu'on appelle les Ibn Saoud, qui règne sur l'Arabie Saoudite. Ce sont des sionistes arabes, islamistes. Et ils ont créé une légion qu'on appelle Islamic Freedom Fighters. Et cette légion, un de ces détachements, c'est ça qu'on appelle Boko Haram. Et le but de Boko Haram, c'est de s'emparer du Nigeria et des richesses du Nigeria pour mettre ça au service du bloc occidental, dont l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats sont des alliés stratégiques. D'autre part, il faut savoir que, en ce qui concerne les loges britanniques, il y a une loge très influente aux États-Unis qu'on appelle Prince Hall Freemasonry. Et Prince Hall, c'était qui? C'était un noir qui, lorsqu'il a été... Je suis sûr que vous avez vu cette photo passer, ou en tout cas défiler sur votre fil d'actualité. Le monde entier parle d'elle aujourd'hui. Les plus grands magazines. Découvrons-la ensemble.
Elle était déjà devenue la première fille de son village à entrer à l'université. Elle est désormais officiellement la nouvelle présidente de l'Inde. Draupadi Murmu a été investie dans ses fonctions ce lundi, devenant aussi la première chef de l'État d'origine tribale du pays. Candidate désignée par le Bharatiya Janata, le parti nationaliste hindou, Draupadi Murmu avait été élue la semaine dernière à la présidence par le Parlement avec 64% des suffrages. Elle a réussi la prouesse très jeune d'être la première femme universitaire de son village. Pour vous dire que les choses ne n'arrivent pas tout à fait par hasard. Il y a un cheminement. À 64 ans, elle devient la deuxième femme présidente de la République d'Inde. Oui, l'Inde. Vous voyez les films hindous, les belles robes, les longs cheveux et tout ça, elle vient de ce pays. Et je vous l'ai dit, c'est la deuxième femme chef d'État de la République d'Inde. Vous allez me dire, mais elle n'est pas la première. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Voilà là où elle devient très spéciale. Elle appartient à une communauté appelée les intouchables, c'est-à-dire cette communauté tellement marginalisée qu'on ne peut même pas s'imaginer être chef de quartier, à plus forte raison chef d'État. C'est pour vous dire qu'à un moment donné, on doit se rappeler qu'on ne choisit pas d'où l'on vient. On ne choisit pas son ethnie, on ne choisit pas sa race, mais on choisit ses combats, ses luttes et bien entendu, on provoque nos victoires. Elle n'est pas la première à avoir une histoire aussi atypique. Ça veut dire que si elle n'est pas la première, elle pourrait ne pas être la dernière. Ça peut être aussi toi. Comme dirait l'autre, tu n'es pas responsable de la famille dans laquelle tu devais naître, mais tu es responsable du type de femme et d'homme que tu veux devenir à travers des choix. Elle a fait un choix, celui de se donner corps et âme très tôt sur le parcours d'apporter à son pays, d'être serviable. En tout cas, d'apporter sa vision contre toute attaque. Je vous l'ai dit, elle fait partie des intouchables. C'est-à-dire le type de personne en elle que lorsqu'elle arrive quelque part, le minimum qu'on puisse lui accorder comme bienveillance, c'est de lui dire, ah dis donc, écarte-toi. Aujourd'hui, c'est Madame la Présidente. Ça peut être aussi ton histoire. Encore une fois, développons l'intelligence conquérante. Abonne-toi. Yo.